L'Afrique des années 1920 à 1950 était une terre pillée, asservie, déchirée par les empires coloniaux européens. Mais au cœur de cette terre soumise, des graines de résistance prenaient racine. Ces graines allaient porter les noms de Patrice Emery Lumumba, Mohamed Boudiaf et Thomas Sankara. Dans un petit village du Congo belge, le 2 juillet 1925, naissait Patrice Lumumba. Fils d'un paysan, il était promis à une vie simple, peut-être d'enseignant ou de commis administratif. Mais déjà, enfant, son regard brûlait d'une lucidité rare. Il lisait tout ce qui lui tombait sous la main, du catéchisme aux journaux coloniaux, et commençait à comprendre l'ampleur de l'injustice. Son peuple travaillait sans répit pendant que les colons s'enrichissaient sur leurs souffrances. À des milliers de kilomètres au nord, en Algérie, un autre destin s'écrivait. Mohamed Boudiaf naquit en 1919 dans la région de Msila. Très tôt, il fut témoin de la brutalité coloniale française. Dans les rues, les humiliations étaient quotidiennes. Mais Boudiaf, esprit calme et organisé, comprit que la libération viendrait d'une organisation méthodique, d'une structure révolutionnaire. Il rejoignit le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD, puis deviendra l'un des fondateurs du FLN, bras armé de la révolution algérienne. Et enfin, au Burkina Faso, alors Haute-Volta, le 21 décembre 1949, naquit Thomas Sankara. Très jeune, il fut envoyé à l'école militaire, là où il découvrit à la fois la discipline et la révolte. Contrairement à d'autres, il ne voyait pas l'uniforme comme un instrument de soumission, mais comme une arme au service du peuple. Influencé par Marx, Fanon et les luttes africaines, Sankara comprit que la libération n'était pas seulement politique. Elle devait être économique, culturelle, sociale. Chacun d'eux vivait une réalité différente, mais leurs pensées convergeaient. Dans leurs rêves, une Afrique libre, fière, débarrassée de la domination étrangère. Ils savaient que cela coûterait cher. Que la route serait semée de pièges tendus par les anciens maîtres coloniaux, par les élites corrompues, par ceux que Fanon appelait les « nègres de service ». Mais aucun d'eux ne reculerait. Lumumba fut le premier à entrer dans l'arène. Il créa le mouvement national congolais et, avec un verbe puissant, un charisme rare, il unifia un pays divisé par les ethnies, les intérêts économiques, les lignes coloniales tracées à la règle. En 1960, à la face du monde, il prononça un discours historique lors de l'indépendance du Congo, un discours qui fit trembler la Belgique. Il parlait au nom des humiliés, des fouettés, des mutilés. Et il osait dénoncer les crimes des colonisateurs, en présence du roi Baudouin. Ce jour-là, Lumumba scella son destin. Boudiaf, lui, menait une guerre clandestine. Dans les montagnes et les villes algériennes, il coordonnait les cellules du FLN, supervisait les transferts d'armes, rédigeait les manifestes de la Révolution. Mais il refusa toujours le culte de la personnalité. Pour lui, la lutte était collective. Et lorsqu'en 1962, l'Algérie accéda à l'indépendance, il comprit vite que la nouvelle élite était en train de reproduire les méthodes coloniales. Il entra en opposition, fut exilé, marginalisé, réduit au silence, jusqu'à ce qu'un jour, bien plus tard, on l'appelle à la rescousse. Quant à Sankara, il gravit les échelons militaires avec brio. Mais chaque pas dans l'armée était pour lui un pas vers le peuple. Il dénonçait le néocolonialisme, refusait les compromis avec les puissances étrangères, appelait à une révolution des mentalités. Un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme est un peuple esclave. Il prêchait l'autosuffisance, la dignité, la fin de l'aide empoisonnée. 3 voix, 3 pays, un même combat, l'émancipation totale de l'Afrique. Et pendant que l'Occident les observait, tantôt amusé, tantôt inquiet, eux plantaient les fondations d'un continent libre. Un rêve pour lequel ils allaient tout sacrifier. L'année 1960 fut marquée d'une fièvre inédite dans les rues de Léopoldville, la capitale du Congo belge. Le 30 juin, Patrice Lumumba, tout juste nommé Premier ministre, faisait face au regard scrutateur de la Belgique et des nations occidentales réunies pour la cérémonie d'indépendance. Mais ce jour-là, au lieu du discours attendu par les anciens colons, Lumumba fit résonner dans le monde entier un message de défi et de vérité. Il parla des coups de fouet, des humiliations, du sang versé, de la souffrance du peuple congolais. Un discours qui changea le destin d'un homme, et fit trembler un empire. Pendant que Lumumba brûlait les ponts avec la puissance coloniale, de l'autre côté du continent, un autre homme faisait son apprentissage de la révolution. Mohamed Boudiaf, intellectuel et militant algérien, était entré dans la clandestinité bien avant l'insurrection de 1954. Figure discrète mais centrale du Front de Libération Nationale, FLN,
il avait compris très tôt que l'indépendance ne viendrait ni de négociations ni de concessions. Seule la lutte armée, disait-il, pouvait briser les chaînes. Boudiaf voyait grand. Il ne voulait pas seulement libérer l'Algérie, mais fédérer les pays arabes et africains dans un projet de développement solidaire. Dès les premières réunions du FLN, il insista pour que l'Algérie indépendante se tienne aux côtés de l'Afrique noire, alors en plein réveil politique. 20 ans plus tard, au Burkina Faso, un jeune officier nommé Thomas Sankara se formait à la pensée panafricaine. Dans sa chambre de caserne, il lisait les discours de Lumumba, les lettres de Che Guevara, les mémoires d'Amilcar Cabral. Sankara n'avait que 23 ans lorsque Boudiaf fut envoyé en exil au Maroc par ses propres camarades du FLN, devenu gouvernement. Cette trahison l'avait marqué. Comment des révolutionnaires pouvaient-ils, une fois au pouvoir, répéter les erreurs de ceux qu'ils avaient combattus? Pour lui, l'indépendance ne suffisait pas. Il fallait libérer les esprits, transformer les structures économiques, donner à l'Afrique sa voix propre. Chacun de ces trois hommes, à des époques différentes, avait vu que l'ennemi ne portait pas toujours l'uniforme d'un colon étranger. Parfois, il portait un costume cravate, parlait la langue du peuple, mais défendait des intérêts contraires à l'Afrique. C'est ce que Lumumba apprit à ses dépens. Quelques semaines après son discours d'indépendance, il fut trahi par ses alliés politiques, arrêté par les forces du colonel Mobutu soutenu par la CIA et transféré au Katanga. Le 17 janvier 1961, il fut assassiné avec l'aide directe des services belges. Son corps fut dissous dans l'acide, comme pour effacer sa mémoire. Mais son nom devint un cri, un symbole, une étoile noire au firmament des martyrs. 3 trajectoires. 3 visions d'une Afrique libre, unie, digne. Et 3 morts violentes. Ces hommes n'étaient pas naïfs. Ils savaient que leur engagement leur coûterait tout. Mais ils croyaient en la possibilité d'une autre Afrique. Une Afrique qui ne mendie plus, qui ne copie plus, mais qui crée et invente sa voie. Le lien entre eux n'est pas seulement idéologique. Il est spirituel. Ils formaient une lignée, une chaîne ininterrompue de conscience éveillée. Lumumba ouvrit le chemin, Boudiaf bâtit la théorie, Sankara incarna le rêve. Aujourd'hui encore, leurs visages sont peints sur les murs de Kinshasa, d'Alger, de Ouagadougou. Leurs paroles circulent sur les réseaux sociaux. Ils sont devenus des mythes. Mais derrière le mythe, il y avait des hommes, fragiles, complexes, mais habités d'une lumière rare. Le prochain chapitre éclairera leur vision commune d'un panafricanisme pragmatique, leur critique du néocolonialisme, et les leçons que leurs engagements offrent à la jeunesse africaine d'aujourd'hui. En Algérie, Mohamed Boudiaf poursuivit son combat depuis l'exil. Pendant 30 ans, il critiqua le pouvoir algérien qui l'accusait de corruption, de trahison des idéaux du FLN. En 1992, dans un geste inattendu, le Haut Comité d'État lui proposa de revenir au pays pour tenter de sauver la nation de la guerre civile. Il accepta avec réticence. Mais à peine 6 mois plus tard, le 29 juin 1992, lors d'un discours à Annaba, il fut abattu en direct devant les caméras. L'enquête officielle conclut à un acte isolé, mais beaucoup virent dans cet assassinat une élimination politique. Boudiaf, comme Lumumba, avait osé briser les tabous, et cela lui coûta la vie. Quant à Sankara, il se dressa contre les institutions internationales, rejeta l'aide conditionnée du FMI, et appela l'Afrique à rompre avec la France-Afrique. « Celui qui vous nourrit vous contrôle », disait-il. Il lança des campagnes de vaccination de masse, fit planter des millions d'arbres, interdit les mariages coûteux et exigea que les fonctionnaires voyagent en classe économique. Son mode de vie était un manifeste vivant. Il roulait à vélo ou en Renault 5, refusait tout luxe. Mais cela dérangeait. Trop intègre, trop radical, trop visionnaire. Le 15 octobre 1987, il fut assassiné lors d'un coup d'État mené par son frère d'armes, Blaise Compaoré, avec l'ombre lourde de la France et de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il y avait de plus dangereux chez Patrice Lumumba, ce n'était pas sa rhétorique enflammée ni sa jeunesse. C'était sa volonté farouche de sortir du joug de l'Empire, d'émanciper le Congo des griffes d'un système économique colonial qui n'avait jamais été démantelé. Pour lui, l'indépendance politique sans indépendance économique était une illusion. Il l'avait dit à ses ministres, « Nous devons rompre avec le passé, tout le passé. Le colonialisme nous a tout volé, y compris l'estime de nous-mêmes. Il faut la reprendre. » Cette idée de souveraineté intégrale économique, politique, culturelle se retrouve chez Boudiaf et Sankara. Elle était l'élément central de leur combat, et la raison profonde pour laquelle ils dérangeaient. À eux trois, ils formaient un triangle idéologique redoutable,
Lumumba la rupture, Boudiaf la structuration, Sankara la révolution populaire. Mohamed Boudiaf, malgré les années d'exil, avait conservé une ligne dure sur le pouvoir. Il affirmait que l'Algérie indépendante avait reproduit les méthodes autoritaires du colonialisme, monopole de l'État, répression de l'opposition, corruption généralisée. Quand il revint en 1992, il prononça un discours bouleversant. Ce pouvoir est devenu un pouvoir sans âme, sans vision. Il a trahi la révolution. Il voulait moraliser la vie politique, renforcer les institutions, et rétablir le lien entre l'État et le peuple. Pour lui, la souveraineté passait par la transparence, la justice, et une économie centrée sur le développement intérieur, pas sur les dictats du FMI. Mais c'est Thomas Sankara qui poussa le concept de souveraineté à son plus haut niveau. Il parlait de décoloniser les mentalités, des autosuffisances alimentaires, de lutte contre l'impérialisme culturel. Il remplaça le nom de la Haute-Volta par Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Il institua la planification locale, interdit les produits de luxe importés pour promouvoir la production locale, et dénonça le franc CFA comme un instrument de domination économique. À l'ONU, en 1984, il déclara « Le bonheur pour notre peuple ne viendra ni de Washington, ni de Moscou. Il viendra de nous-mêmes. » Les trois hommes partageaient une conviction. L'Afrique ne serait jamais libre tant qu'elle resterait sous tutelle visible ou invisible des puissances extérieures. Qu'il s'agisse des États-Unis, de l'Union soviétique, de la France ou des multinationales. Cette pensée les plaçait en marge des circuits diplomatiques traditionnels. Ils refusaient les compromis. Lumumba refusa d'aligner le Congo sur l'Occident ou sur Moscou. Quand les Belges et les Américains soutinrent la sécession du Katanga, il fit appel à l'ONU, mais cette dernière resta passive. Alors, il demanda une aide militaire à l'Union soviétique. Ce geste fut interprété comme un alignement sur le bloc de l'Est. En réalité, c'était un appel désespéré d'un homme isolé. Mais dans le contexte de la guerre froide, cela suffit à sceller son sort. Boudiaf, de son côté, voulait une Algérie non alignée, ouverte à l'Afrique subsaharienne. Il critiquait les alliances hypocrites avec des régimes autoritaires ou corrompus, souvent dictés par des intérêts économiques. Il rêvait d'une union entre les peuples, et pas seulement entre les États. Une Afrique qui pense par elle-même, qui se défend elle-même, et qui investit dans son peuple. Sankara, lui, voulait provoquer une contagion. Il encourageait les autres pays africains à annuler ensemble la dette, à sortir collectivement du franc CFA, à rompre avec la France-Afrique. Il disait, si nous refusons seuls, on nous tuera. Mais si nous refusons ensemble, qui pourra nous toucher? Cette phrase, prononcée à Addis Abeba en 1987 devant ses pairs africains, fut prophétique. 3 mois plus tard, il était mort. Les trois leaders avaient aussi une vision commune du rôle des peuples. Contrairement à beaucoup de dirigeants de leur époque, ils ne croyaient pas au changement par les élites seules. Pour eux, la libération devait être populaire. Lumumba mobilisait les masses, dialoguait avec les syndicats, les étudiants, les femmes. Boudiaf créa un parti structuré autour de la base militante, pas des notables. Sankara organisait des tribunaux populaires, des campagnes de mobilisation de femmes et de jeunes, des semaines de reboisement. Il disait, il n'y a pas de changement durable sans conscience populaire. Mais cette proximité avec le peuple leur coûta cher. Les puissants les voyaient comme des menaces. Non seulement pour leurs discours, mais parce qu'ils inspiraient. Parce qu'ils donnaient aux gens l'audace de croire que le changement était possible. Et dans un monde dominé par les intérêts, rien n'est plus dangereux qu'un peuple réveillé. Dans les sphères de l'ONU, à Paris, Washington ou Bruxelles, on qualifiait Lumumba de « communiste », Boudiaf de « nationaliste intransigeant », Sankara de « dictateur populiste. Mais ces étiquettes visaient à masquer une autre vérité. Ils avaient compris que l'Afrique n'avait pas besoin de tuteurs, mais de partenaires. Pas de sauveurs, mais de leaders intègres. Et que cette intégrité avait un prix. Le prochain chapitre, le 4e, explora les raisons de leur assassinat, les complicités internes et internationales, et comment leur mort a ouvert une brèche dans le rêve panafricain, une brèche que des figures contemporaines comme Ibrahim Traoré cherchent aujourd'hui à combler. Le 17 janvier 1961, en pleine forêt congolaise, Patrice Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, est abattu froidement aux côtés de 2 de ses compagnons. Son corps est dissous dans de l'acide. Aucune tombe, aucun monument. Il fallait l'effacer. L'ordre venait de loin, de Léopoldville, mais aussi de Bruxelles, de Washington,
avec la complicité active de certains Congolais influents. Pourquoi une telle violence? Parce que Lumumba représentait la rupture. Il voulait nationaliser les mines, écarter les Belges de l'économie congolaise, bâtir une armée nationale et un État véritablement indépendant. Il ne jouait pas le jeu des puissances. Il voulait imposer ses règles. Une note de la CIA datée de 1960 est explicite. L'élimination de Lumumba est un objectif prioritaire. Le chef de la CIA en Afrique, Develin, confirma plus tard que l'agence avait reçu l'autorisation d'organiser son assassinat. En Belgique, plusieurs ministres reconnaîtront plus tard leur responsabilité morale, mais jamais judiciaire. La vérité, c'est que Lumumba dérangeait trop. Sa voix portait bien au-delà du Congo. Mohamed Boudiaf, lui, avait été mis à l'écart du pouvoir pendant plus de 25 ans. Quand il revient en Algérie en 1992 pour « sauver » la République d'une guerre civile annoncée, il est accueilli avec espoir. Mais très vite, il dénonce la corruption des élites, la mainmise de l'armée sur l'économie, les arrangements entre clans. Il veut enquêter sur les finances occultes de l'État, sur les barons du pétrole, sur les contrats douteux. Le 29 juin 1992, alors qu'il prononce un discours à Annaba, il est assassiné en direct à la télévision par l'un de ses propres gardes du corps. La version officielle? Un acte isolé. Mais de nombreux témoignages et documents laissent penser à un complot interne, orchestré par ceux qu'il menaçait, les profiteurs de la guerre civile, les seigneurs de l'économie parallèle, et des factions de l'armée. Boudiaf voulait réformer trop vite, trop fort, dans un pays où le pouvoir profond ne tolère pas la transparence. Quant à Thomas Sankara, son assassinat est aussi limpide que brutal. Le 15 octobre 1987, en plein Conseil des ministres, il est tué avec 12 de ses compagnons. Son ancien frère d'armes, Blaise Compaoré, prend immédiatement le pouvoir. Officiellement, il s'agit d'un « accident politique ». Mais tout indique que le coup d'État avait été préparé, soutenu, voire financé de l'extérieur. Sankara avait touché à des intérêts trop vastes, ceux des multinationales, des réseaux france-africains, des élites locales corrompues. Il avait suspendu les privilèges des fonctionnaires, imposé des règles d'austérité à l'élite, combattu les profiteurs et appelé les pays africains à refuser collectivement le remboursement de la dette. À Addis Abeba, en 1987, il avait osé dire « La dette ne peut pas être remboursée, parce que ce n'est pas nous qui l'avons contractée. Nous ne pouvons pas payer avec le sang de nos peuples. » 3 mois plus tard, il était mort. Compaoré a rétabli les accords économiques avec la France, mis fin à la politique de rupture et tourné la page. Une page qu'on a voulu définitivement refermer. 3 hommes. 3 visions. 3 assassinats. Pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une mécanique bien huilée. Les 3 dérangeaient un système. Un système fondé sur l'extraction, la dépendance et le maintien de l'Afrique dans un rôle subalterne. Ils ont été tués parce qu'ils ont tenté de renverser ce système. Et parce qu'ils avaient commencé à réussir. Leurs morts ont laissé un vide. Un vide idéologique, un vide politique, un vide moral. Pendant des années, les peuples ont été réduits au silence, les idéaux étouffés, les leaders intègres marginalisés. La France-Afrique a prospéré. Les institutions internationales ont dicté leurs lois. Et les esprits ont été colonisés encore plus profondément que les terres. Mais ces morts n'ont pas été vaines. Dans l'ombre, dans les consciences, leurs idées ont continué à vivre. Elles ont traversé les décennies, inspiré des générations de militants, de penseurs, de résistants. De jeunes officiers, parfois, en silence, lisaient Sankara. Des intellectuels, en exil, se nourrissaient des textes de Lumumba. Des activistes rêvaient encore des discours de Boudiaf. Ce n'est pas un hasard si, aujourd'hui, ces noms sont réhabilités, réédités, acclamés. Et ce n'est pas un hasard si certains nouveaux leaders africains, comme Ibrahim Traoré, osent les citer, les revendiquer, et marcher sur leurs traces. Dans le 5e et dernier chapitre, nous verrons comment leur héritage renaît aujourd'hui, et en quoi il influence une nouvelle génération panafricaine prête à relancer le combat pour la souveraineté. Les vies de Patrice Lumumba, Mohamed Boudiaf et Thomas Sankara ont été brisées prématurément par ceux qui avaient intérêt à maintenir l'ordre ancien. Cependant, leur héritage ne s'est jamais éteint. Il a traversé les frontières, les océans, et les générations. En Afrique, leurs idées ont survécu malgré la censure, les assassinats politiques et les manipulations internationales. Aujourd'hui, un vent nouveau souffle sur le continent. Une nouvelle génération d'Africains, conscients des erreurs du passé,
inspirés par la vision de ces héros, commencent à reprendre le flambeau. Des leaders comme Ibrahim Traoré, mais aussi d'autres jeunes mouvements panafricains, commencent à revendiquer leur héritage. Ils comprennent que l'Afrique ne doit pas être soumise à des puissances extérieures, mais qu'elle doit au contraire prendre le contrôle de son destin. Le discours de Sankara sur la souveraineté économique résonne aujourd'hui dans les couloirs des universités africaines. En 2023, lors d'une conférence à Addis Abeba, un groupe d'intellectuels et d'activistes panafricains, en grande majorité des jeunes, a rappelé la position de Sankara sur la dette coloniale. Si nous sommes pauvres aujourd'hui, c'est à cause de l'exploitation coloniale et des dettes qu'on nous a imposées après notre indépendance. Ces mots ont traversé les décennies et sont devenus un slogan dans les rues de Ouagadougou, d'Abidjan et de Kinshasa. De même, les idées de Lumumba sur l'unité africaine et l'indépendance totale de l'Afrique commencent à prendre un tournant concret. En 2022, les présidents de l'Afrique de l'Ouest, sous l'influence de l'opinion publique, ont convoqué un sommet pour renégocier les accords militaires avec la France et d'autres anciennes puissances coloniales. C'est un début de rupture, une tentative timide mais significative d'affirmer une indépendance véritable. Les peuples africains, inspirés par Lumumba, exigent une libération réelle et non une pseudo-indépendance, où les anciens colonisateurs continuent de régner en sous-main. Mohamed Boudiaf, bien qu'assassiné, n'a pas disparu sans laisser de traces. En Algérie, il est désormais vu comme un héros national, celui qui aurait pu transformer le pays, le débarrassant des affres de la guerre civile et des luttes de pouvoir internes. Ses idées sur la réforme de l'État et la lutte contre la corruption sont aujourd'hui reprises par des partis politiques, des mouvements sociaux et des jeunes activistes. En particulier, les slogans comme « Le peuple d'abord » et « L'intégrité avant tout » sont devenus des mots d'ordre pour les jeunes générations algériennes qui militent contre la corruption et pour une gestion transparente des ressources naturelles. Le lien avec l'héritage de ces trois hommes se fait d'autant plus fort que les conditions politiques actuelles rappellent celles qu'ils ont affrontées. L'Afrique subit encore des formes modernes de néocolonialisme, exploitation des ressources naturelles par des multinationales, influence étrangère sur les gouvernements, interventions militaires extérieures qui déstabilisent la région. Mais Ibrahim Traoré, ainsi que d'autres jeunes leaders, savent que le moment est venu d'agir. L'arrivée de Traoré au pouvoir, par exemple, n'est pas simplement un fait militaire, mais une réaction à un système de domination qui a existé bien au-delà de la fin de l'ère coloniale. Il incarne l'idée d'une rupture radicale avec un passé où l'Afrique était constamment réduite au rôle de spectateur dans les affaires mondiales. Ses prises de position sur la nécessité de protéger les ressources africaines, de refuser les dictats économiques des anciennes puissances coloniales, font de lui un héritier spirituel de Lumumba et de Sankara. En Afrique de l'Ouest, la jeunesse s'organise aussi, avec des mouvements citoyens qui revendiquent un changement radical de modèle. Ils ne veulent plus d'une Afrique où les dirigeants sont complices des multinationales et des anciennes puissances coloniales. Ces jeunes sont prêts à défendre l'idée d'une indépendance réelle, à l'image de Lumumba, et à bâtir une Afrique sans chaîne, à l'instar de Sankara. L'appel à une coopération sud-sud et à une union continentale renforcée, comme le prônait Sankara, est aussi un axe fondamental de la nouvelle génération. Des partenariats stratégiques avec des pays comme la Chine, la Russie et même certains États du Moyen-Orient sont en train d'émerger, tout en rejetant les influences néocoloniales des anciennes puissances. Traoré, comme d'autres, voit dans ces relations une opportunité de prendre enfin son destin en main. L'unité africaine, chère à Lumumba, semble également reprendre du terrain. Les appels à l'intégration économique, culturelle et politique à travers l'Union africaine prennent aujourd'hui un tour plus concret, avec des projets d'infrastructures communes et de développement. Bien que la route reste semée d'embûches, la volonté d'une Afrique unie, forte et indépendante, se dessine lentement. La fin d'un cycle est le commencement d'un autre. Les peuples africains, après des décennies de lutte, de frustration et de déception, ont maintenant les yeux tournés vers un avenir où ils peuvent enfin reprendre leur souveraineté, leurs ressources et leur dignité. Leurs leaders, tels que Lumumba, Boudiaf et Sankara, bien que morts, restent des symboles intacts. Ils sont devenus les symboles de la résistance, de l'espoir, mais aussi de la persévérance. Leurs messages, leurs combats, ont traversé les âges et continuent de nourrir les aspirations des jeunes générations. Aujourd'hui, les projets de souveraineté économique, la volonté de réduire la dépendance à l'extérieur, de réformer les institutions africaines, trouvent une résonance particulière. Une Afrique forte est possible. Une Afrique qui parle d'égal à égal avec le reste du monde. L'héritage de Lumumba, Boudiaf et Sankara est donc plus vivant que jamais. Et il appartient aux générations actuelles de construire le rêve qu'ils ont esquissé avec tant de courage.